Ce n'est pas d'aujourd'hui que les paysans du Val-de-Drôme se serrent les coudes pour faire face à leurs travaux. Il faut remonter fort loin dans l'histoire de notre petite région pour trouver la naissance des premières coopératives. Et s'il y a eu des innovations remarquables amenées de l'extérieur, ce fut le plus souvent parce que la coopération entre les nouveaux venus et les paysans solidement ancrés depuis des générations dans cette terre peu généreuse a bien fonctionné. D'abord, travailler avec les voisins, ça a toujours existé. Quand on travaillait avec les chevaux, quand on travaillait à la main encore, c'était permanent. On avait besoin de 2 chevaux, on se mettait avec le voisin. Pour les moissons, on travaillait avec les chevaux en commun aussi. Sur la moissonneuse lieuse, ça faisait partie de la vie à l'époque. On se retrouvait surtout à 2, 3, c'est toujours les mêmes. Sauf au moment des moissons, où on allait tous à la batteuse, on allait tous les uns chez les autres. Tout le village était là, on suivait la batteuse d'une ferme à l'autre. Si on analyse l'évolution de la situation des agriculteurs, pendant une très longue période, ils ont été considérés comme étant essentiellement en autarcie, c'est-à-dire que les échanges avec l'extérieur étaient très ténus, très rares. Ils vivaient quasiment en autosuffisance pour l'alimentation, mais aussi pour les vêtements, par exemple, pour les transports qui étaient quasiment inexistants, etc. Et il faut attendre la loi de 1884, une époque très importante du point de vue de ces grandes lois pour les libertés, la liberté d'association, mais aussi la liberté de créer des syndicats. Et c'est là qu'ont été créés les premiers syndicats agricoles en France. Et la Drôme est pour ça très très intéressante à analyser. Le premier syndicat agricole de la Drôme est créé à Die par Anatole de Fongalan, qui était un notable local, en août 1884, alors je crois que la loi était de mars, et en plus ces statuts vont servir de modèle pour l'ensemble des syndicats de la Drôme, qui vont très vite être créés derrière, à l'exception d'un, qui est le syndicat agricole du Val-de-Drôme, qui est créé à Cré par Hyacinthe de Gaillard de Bancel, qui était d'Alex, et qui, lui, crée son propre syndicat aussi, et qui vont coexister pendant une longue période. Et ces syndicats, ils accompagnent cette première révolution agricole, ces premières créations d'échanges, par exemple pour acheter des engrais communs. Et ils n'étaient pas petits, hein. Le syndicat de Die, il couvrait 53 communes, ce qui était important, c'était plusieurs milliers d'agriculteurs. Ils achetaient des engrais, ils achetaient de la semence, etc. Et ça a été un des premiers à envisager de faire des prêts aux agriculteurs. Donc on voit bien une émergence liée aux échanges. Au départ, les deux fonctions étaient réunies. À la fois, on défendait les intérêts des agriculteurs, en particulier là, à ce moment-là, le fait que ce soit dirigé par des nobles, c'était contre la ville, contre des processus comme cela. Et à la fois, on rendait des services à l'agriculteur. Et petit à petit, les syndicats vont devenir des coopératives agricoles à la faveur d'une loi de Vichy, 1942, et dans laquelle les fonctions commerciales vont se développer. Alors attention, 1942, ce n'est pas la seule loi, puisque les premières coopératives vont aussi se créer en 1930-33 à l'occasion de la crise des céréales, et c'est là qu'on voit arriver les premières coopératives de céréales, et encore à nouveau, dans la vallée de la Drôme, 2 coopératives, la première dans le Diois, la coopérative de céréales du Diois, et puis la coopérative de céréales du Val-de-Drôme, qui s'est développée et qui après ont connu d'autres histoires. Les premières coopératives qui se sont faites dans le secteur, c'était le syndicat, ça s'appelait le syndicat, c'était pour l'approvisionnement. L'approvisionnement en produits agricoles.
Ils négociaient des prix, oui, au début du XXe. Hein. La COP de céréales, ça a été la seconde qui s'est créée dans la région. Hein. Elle s'est créée en 30 et quelques. Et c'est les coopérateurs, et ils avaient fait leur coopérative, et c'est eux qui allaient vendre, qui allaient faire les administrateurs partaient faire la tournée des moulins pour vendre la farine. Il n'y avait pas que les échanges économiques. Il y avait aussi tous ces échanges de services, les dons de main-d'œuvre lors des gros travaux. Il y avait des coopérations qui se faisaient, mais aussi tout ce qui se faisait dans l'échange sur les savoir-faire. Quand on regarde par exemple les métiers de pastoralisme, chaque alpage était spécifique. Il y avait ses propres fourrages, les propres plantes, etc. Il y avait les lieux pour l'eau, il y avait les lieux pour protéger les troupeaux, etc. Et ça, c'est des connaissances très très intimes liées au lieu et qui se transmettaient de génération en génération par les propriétaires ou par les bergers. Et ces échanges ne portaient pas seulement sur la valeur économique, alors qu'aujourd'hui, on a toujours l'impression que seuls ces échanges valent. Au départ, d'abord il y a eu beaucoup de travail, de matériel individuel. On allait se rendre le temps aussi. Et puis après, quand on a commencé à avoir du matériel en commun, avant la création de la CUMA, hein, on avait déjà du matériel en commun, mais on l'entretenait. Il n'y avait pas de comptabilité. C'était la bonne franquette. C'était la bonne franquette. Il n'y avait pas de comptabilité. On cassait, on réparait, puis on s'aidait à réparer. Souvent d'ailleurs, les réparations, on les faisait soi-même hein, à l'époque, avec des fils de fer. Vraiment CUMA dans la commune, c'est en 1956. Il y a eu la moissonneuse-batteuse qui a été achetée en commun. Là. Vous êtes mis à combien pour... Toute la commune. Toute la commune, on allait même sur 10 là-bas. On travaillait, on allait la Chamarge, on faisait les limitrophes de Poney, étaient à la CUMA de Poney. Donc ce matériel appartenait à la CUMA. Alors là, il appartenait à la CUMA. Là, par contre, on a commencé à avoir une comptabilité, etc. Là. Il fallait faire les choses sérieusement. Bien sûr. Il y avait un chauffeur, il y avait... Et vous avez commencé à employer un petit peu, employer du personnel. En fait, c'était des coopérateurs. Mais ils notaient leurs heures. Sur le bulletin, on notait l'heure qui était chauffeur, et on était 4 ou 5 à conduire, à se relayer. Il y avait du matériel privé et du matériel collectif. Bon, ça veut dire que il y avait une ambiance particulièrement agréable entre les coopérateurs, entre les gens du pays, parce que, ou bien est-ce que malgré tout, de temps à autre, ça chauffait un peu entre les... Oh, mais de temps en temps, il y avait un accrochage, hein, parce qu'il y en a un qui, dans le champ, était plus urgent que l'autre. Hein. Il fallait se dépêcher, parce que ça allait tomber chez les voisins, ça tombait pas. Non, mais en général, on faisait une tournée. On organisait la tournée, puis on s'y tenait, quoi. Et s'il y avait des urgences, on y allait. Bon. Tout ce processus s'est fait de façon très intensive après la guerre, avec la modernisation de l'agriculture, et qui a généré de nouvelles coopératives, et avec cette fois la disjonction entre les coopératives d'approvisionnement, hein, tout ce qui permettait d'assurer l'approvisionnement pour les engrais, pour les semences, pour les produits phytosanitaires, et puis tout ce qui était à l'aval des exploitations, tout ce qui permettait d'écouler les produits. Et là, dans le Val-de-Drôme, on voit vraiment cette disjonction se faire à partir, par exemple, de l'histoire de la coopération viticole, 1950, pour la Clairette de Die. La viticulture était en difficulté, c'était un vin rouge qui avait très peu de qualité et qui était vendu par des négociants qui ne payaient que très peu les viticulteurs. Et donc ceux-ci ont décidé de se grouper
et de faire des règles d'apport qui permettaient de peser sur le marché. Le premier président de la coopérative Clairette de Die était M. Bonnet, je crois qu'il était d'Espenel, et il était réputé pour être plutôt d'obédience communiste, proximité desquels se situaient les jeunes protestants, qui étaient soutenus par leur pasteur, et dans lesquels on voyait bien un mouvement de rupture par rapport au passé, par rapport aux pesanteurs du passé, etc., pour s'organiser ensemble, pour exister, et pour participer à cette révolution, cette deuxième révolution agricole, qui consistait à atteindre la parité par rapport aux autres catégories sociales. Et pour l'atteindre, on va inventer des modes d'organisation nouveaux qui vont créer de nouveaux modes d'échange et de solidarité. À partir de quand est-ce que vous pensez que les viticulteurs vont eux-mêmes s'organiser pour leur activité viticole? En 1952. Là aussi, c'est issu du protestantisme. C'est une équipe de protestants qui disaient, tiens, on se faisait blouser par les négociants. Quand il y avait des grosses années, ils payaient le moins possible. Enfin bon. Et ils ont dit, on va s'arranger pour créer une coopérative. Ça a dû mettre au moins 3 ans, quoi. Et ça s'est créé en 1952. Alors, qu'est-ce qui a été mis en commun d'abord? C'était ça l'erreur. C'est que ça a été la vinification. Donc on a embauché un directeur qui soit un technicien. Et au bout de quelques années, ça a pêché par le commerce, justement, parce qu'il ne savait pas vendre. C'était pas son métier, c'était un bon vinificateur, mais c'était pas... Et de crise en crise, on est arrivé à embaucher un directeur commercial. On est passé de la première année de 500 000 bouteilles, on est passé après à 5 millions, puis bon, petit à petit, par petits paliers. La coopération, ça n'a pas été toujours facile parce que moi, j'étais président du Centre des jeunes agriculteurs et au niveau de la coopérative, on ne savait pas sur quoi on tournait parce qu'il y avait beaucoup d'apporteurs partiels. Les gens qui faisaient le vin chez eux, puis leur excédent, ils l'apportaient à la coopérative. Et au point de vue commercial, les commerciaux ne savaient plus sur quoi tourner, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient avoir. Alors, au niveau des jeunes agriculteurs, on avait dit, on va imposer l'apport total. Et là, ça avait été... Là, j'étais l'homme à abattre. Dans toute la vallée de Vercheny, Barsac, j'étais l'homme à abattre. Et alors, on avait beaucoup discuté, parce que je leur avais dit, écoutez, nous, on veut savoir sur quoi on tourne. Vous avez le négoce, vous continuez à travailler avec le négoce, et nous, on travaillera avec notre coopérative. Mais en fait, ça avait été dur. Vous êtes devenu président... Des jeunes agriculteurs. D'abord. Mais là, on a beaucoup bossé et on est arrivé à conclure que finalement, il fallait faire travailler les coopératives ensemble. Donc, on avait créé un comité de développement agricole. Ça faisait une concurrence, si vous voulez, au niveau de la production. Ce qui passait en vigne, ça n'existait plus en céréales, par exemple. Si vous voulez, c'était gérer l'occupation du territoire, un peu. Ne pas éviter que ce soit toujours les mêmes qui en profitent, par exemple. Ça faisait partie du projet aussi. Et on avait fini par créer à la coopérative, d'ailleurs, une association. La coopérative achetait les terrains, les louait à un jeune agriculteur, ou à un agriculteur qui n'en avait pas assez, et au bout de 3 ou 4 ans, on le lui vendait. Et ça permettait d'éviter que les plus gros accaparent les terrains, parce que ça a toujours été... Dans l'univers, c'est ça, hein, c'est les plus gros qui bouffent les autres. Celui qui a le plus gros bâton ou le plus gros portefeuille. Parce qu'à l'époque, tout le monde avait un bout de vigne, il y en a qui avaient un demi-hectare, un quart d'hectare. On était 700 coopérateurs, là. Avec une moyenne qui était autour d'1 hectare. Alors, lorsque vous dites 700 coopérateurs, alors vous pensez à quoi? Vous pensez à Jaillance, là, lorsque vous dites ça, ou vous pensez... C'était pas Jaillance à l'époque, c'était la cave coopérative. On était encore cave coopérative. On n'avait pas encore honte de s'appeler une coopérative. La honte des commerciaux.
Cave coopérative, c'est pas une marque. Giant, c'était une marque. Donc c'était une modernisation du système, oui. 700 coopérateurs dans la viticulture. Moi, j'arrive pas à me représenter comment on peut mettre 700 personnes d'accord. Ça devait être chaud quand même. Vous savez, ceux qui avaient un demi-hectare de vignes, ils se bagarraient pas pour la coopérative. Hein. Ils avaient hérité ça, ou ils le faisaient valoir, c'est tout. Parce que vous savez, dans le Diois, fin 19e siècle, avant le phylloxéra, il y avait 6000 hectares de vignes dans le Diois. 4 fois à peu près ce qu'il y a maintenant. Oui. Ouh là là. Il y en avait partout. Mais et parce que l'eau n'était pas potable à l'époque. Il fallait boire du vin. On se nourrissait et on buvait quelque chose qui était potable. Vous vous mêliez de choses qui étaient quand même très polémiques, parce qu'il devait y avoir une dizaine de gars qui voulaient tous le même terrain. Ça devait être chaud, votre truc. Oui, mais ça a été bien accepté. Ça a bien marché. Enfin, vous avez l'impression que vous avez mis de l'ordre, que ça a permis... Ça a retardé. Ça a retardé la concentration, mais elle s'est faite quand même. Hein. Mais si vous voulez, ça l'a quand même harmonisé, je pense. On n'a pas fait beaucoup d'opérations, mais ça a créé déjà un état d'esprit aussi. Dire que, bon, il faut quand même penser peut-être aux voisins. De temps en temps. L'esprit d'entraide. Il a marché sur le matériel, mais sur le terrain, c'était plus difficile. Ah oui, c'était l'essentiel. Oui. C'est ça. C'était Mais il s'est quand même créé quelques GAEC. C'est-à-dire des exploitations qui, au lieu de se faire concurrence, ils se sont mis ensemble. C'était déjà plus coopératif. Lorsque vous dites pour atteindre la parité, c'était gagner autant que ce que pouvaient gagner les citadins. Alors évidemment, c'était ça, hein, c'était gagner autant que ce que pouvaient gagner les citadins, mais aussi vivre comme eux, avec des congés, avec l'accès à la formation, avec l'accès aux loisirs, etc. Et donc ça a été un des grands acquis de cette seconde révolution agricole, mais elle a eu un prix extrêmement important, extrêmement lourd, puisque ça s'est fait par l'agrandissement des exploitations et donc par l'acceptation du départ de vagues entières de paysans, et donc ce qui a été l'exode rural lié à la modernisation. Cette période de la modernisation agricole, elle a été unique vraiment en France, en ce sens que les intérêts de l'État, qui étaient celui d'avoir le maximum de production agricole le moins cher possible, et puis des bras pour l'industrie, correspondaient exactement à ceux d'une frange de l'agriculture, qui étaient les jeunes agriculteurs de l'époque, qui voulaient plus de revenus, et donc pour avoir plus de revenus, acceptaient de voir le départ d'un maximum d'autres agriculteurs. Il s'en est créé quand même beaucoup de GAEC. Hein. Et là où il s'en est créé beaucoup, c'est en 68 aussi. Les néo-ruraux, il y en a un certain nombre qui se sont mis en GAEC, qui n'auraient jamais pu s'installer autrement. Et ceux-là ont résisté. Ceux qui sont installés individuellement, il y en a disparu les 3/4, qui ont mangé les subventions et qui ont disparu après. Dès 68 ans, hein. Ils ont apporté là aussi un peu de l'air extérieur sur la région aussi. Et c'était nécessaire, vous trouvez que c'était bien? Ça a aidé à l'évolution. Ça a évolué, mais ça a fait un apport qui a accéléré peut-être le mouvement aussi, dans certains secteurs. Ce modèle-là, il était extrêmement solide, et puis une part d'entre lui subsiste encore, mais il était très contesté au moment où sont apparus les excédents agricoles, des problèmes de qualité sur l'alimentation, des problèmes de résidus de pesticides, etc., mais aussi l'aspiration à de nouveaux modes de vie, l'arrivée de nouveaux types d'agriculteurs, etc., qui voulaient des rapprochements avec la nature, et donc l'arrivée d'une nouvelle frange d'exploitation qu'on va appeler territoriale, très en lien avec le territoire, et dans lesquels vont apparaître de nouveaux besoins.
et des facteurs de diversification. On a évolué de crise en crise. Il y en a une actuellement, et moi j'en ai connu au moins 3. Dans les années 70, il y a eu la crise pétrolière. On avait décidé d'augmenter de 25% la surface, parce qu'on s'apercevait que le marché suivait. Donc on a augmenté la surface de 25% en 3 ans. Là. Et crise pétrolière là-dessus. Alors là, commercialement, on a eu un sacré pétard. Hein. Puis après, il y a eu des crises de gestion. Où là, on avait un très 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 bon directeur commercial. C'était pas un gestionnaire. Alors, on lui a adjoint un directeur financier et on a serré les boulons. Entre vous, aux réunions, par exemple, de la coopérative, justement, l'ambiance était comment? Enfin, c'était cordial, ou bien vous sentiez tout le temps qu'il y avait des intérêts? Non, c'était généralement cordial, mais il y a eu des périodes difficiles. Et ces périodes difficiles, le conseil d'administration, quelquefois, il durait tard. Et il y en a qui me le reprochaient. Je leur dis non, mais moi, c'est pas au bistrot. Je leur ai dit plusieurs fois en réunion, c'est pas au bistrot qu'on fait l'assemblée générale, la réunion, c'est là. Maintenant qu'on prend les décisions. Il ne faut pas que les types ils aillent dénigrer derrière après. C'est là. Aujourd'hui, les coopératives, à mon avis, sont caractérisées par une tension très forte entre la nécessité d'avoir un ancrage au territoire, d'avoir des liens avec le territoire, mais aussi la nécessité d'une compétitivité au sens d'une capacité à accéder au marché. C'est-à-dire que c'est comme si ils avaient affaire à gérer deux forces contradictoires, à la fois d'un côté la compétitivité, la compétition pour accéder au marché, à la fois la nécessité de rester ancré au territoire. Et les coopératives sont bien concernées par cette double tension. Elles se voient très très bien dans la Clairette de Die, mais pour laquelle il faut faire attention. Ce n'est pas la première crise. Quand on analyse l'histoire de la cave coopérative de Die, il y a eu plusieurs crises. Et très souvent, elles ont été incarnées par un conflit entre le personnage du directeur, qui incarne plutôt ce souci de la compétitivité, de l'accès au marché, et le personnage du président ou du conseil d'administration, qui incarne cette volonté d'ancrage au territoire. Moi, j'ai été administrateur, j'avais 28 ans. Je suis resté 10 ans administrateur, 10 ans vice-président et 10 ans président. À ce moment-là, ça ne s'appelle pas Jaillance. Non, c'était Clairdy à l'époque. Il y a eu la cave coopérative, ça s'est appelé Jaillance quand je suis parti. Dans le public, cette histoire de coopérative, c'est un peu ça. Hein. C'est que les grands vins, c'était les négociants ou des... Et c'était pas les coopératives. C'était des privés. C'était des privés. Vous avez vu évoluer la qualité, la production de façon importante. L'année suivant mon élection, j'ai fait mettre en place un système de paiement à la qualité. On devait rentrer des produits sains, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de feuilles, qu'il n'y ait pas de pourriture. Et il y avait un classement, il y avait le produit parfait, il y avait le produit avec quelques petits défauts, puis il y avait le produit minable. Et là, on avait une différence de prix qui pouvait aller à plus de 10%, suivant le classement. Et puis on avait un classement par degré. Mais la première année, ça avait rué dans les brancards. Hein. Le conseil d'administration était, oui ou non, le cœur du pouvoir de la coopérative? Ou bien est-ce que... Alors, je vais vous dire, à mon époque, oui. J'ai été invité après aux assemblées générales. J'étais... Je pèse mes mots, je crois que j'étais scandalisé. C'est pas le président qui ouvrait la séance. On lui donnait la parole, le directeur donnait la parole au président, après il donnait la parole
président, c'est une potiche. C'est dégueulasse de dire ça, mais moi, ça m'avait choqué. Le conseil d'administration s'est fait bouffer par les techniciens. Ils se sont laissés déborder. Toutes les boîtes, on nous envoyait des techniciens qui tournaient dans les fermes, en plus des techniciens de coopérative. Et je me rappellerai, c'était un désherbant de sol, ils disaient, moi celui-là tu peux en boire. Hein. 5 ans après, il est mort d'un cancer, à la gorge. Alors là, vous avez dû voir évoluer les mentalités. Écoutez, moi personnellement, j'ai employé des poisons atroces, j'ai employé de l'arseniate, qu'on faisait sans masque. J'ai employé des trucs qui étaient issus des gaz de guerre pour tuer les pucerons et les machins. On est passé par une période où c'est... alors, il y avait des délais. En général, les gens consciencieux les respectaient. On ne devait pas employer ces produits 2 mois avant la récolte. Bon. Mais... bon. On employait des saloperies. On ne pouvait pas s'en passer. Mais ça, si vous voulez, le consommateur avait sa part de responsabilité. Si on ne lui vend pas un fruit comme ça, énorme, et sans aucun défaut, il n'est pas content. Donc il fallait prendre des produits sans défaut. Et à l'époque, on ne savait pas faire autrement qu'avec des produits de traitement. Aujourd'hui, ça s'améliore, on utilise moins, mais enfin bon. Ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a des fruits qui se perdent. Ça n'a pas toujours été facile. Je me rappelle une année, au niveau de la viticulture, on vendait un produit anti-pourriture qui était fait par les Japonais. Et si on ne faisait pas très attention, on pouvait devenir aveugle. Nous, au niveau de la cave, on a dit interdit de l'utiliser. Et on avait dit à la COP d'Appro, on vous interdit d'en vendre à nos coopérateurs. Mais bon, là, ça avait marché. Dans les 40 dernières années, la collaboration réussie de nouveaux venus curieux de ce terroir et d'agriculteurs ouverts a profondément changé l'organisation de tout ce petit monde. C'est à cette époque-là que je vois arriver, par exemple, la coopérative des plantes aromatiques du Diois, 1985 à peu près, dans laquelle là on voit ce mouvement vers de nouvelles productions, vers la diversification, vers la qualité, le bien-être qui devient le maître mot d'aujourd'hui, et qui repose sur un mouvement de rencontre entre des néo-ruraux un petit peu éclairés, etc., entrepreneuriaux, et puis des agriculteurs locaux plutôt traditionnels, mais qui avaient le souhait de transférer, de transmettre des savoir-faire. Et c'est de cette rencontre qu'est née cette coopérative agricole du Diois, qui était dirigée par Chor Gartena, un agriculteur néo-rural qui parlait plusieurs langues, qui sentait bien les marchés émergents sur le bien-être, mais aussi des agriculteurs locaux. Je crois que son vice-président s'appelait Monsieur Vieux, qui était de la vallée de Quin, et qui maîtrisait totalement la culture des plantes à parfum, la lavande à l'époque, le binage, la distillation, et qui ont pu étudier ça pour d'autres cultures. Ceci, ce que vous êtes en train de dire, fait la démonstration qu'en somme, c'est l'union de 2 mondes très différents. Chor Gartena, il est néerlandais, qui réussit. Pour envisager une transition, pour envisager un changement, etc., il ne s'agit pas d'envisager le fait qu'un monde nouveau écrase un autre, etc. Il s'agit toujours d'envisager qu'un monde ancien
permettent l'émergence d'un système nouveau. Un système, c'est caractérisé par des relations entre les gens. Et ce qui va changer, c'est les relations entre les gens, etc. De là apparaissent différents scénarios possibles. Le premier, bien sûr, l'idéal, c'est celui de la coopération, de l'approfondissement de la coopération, etc. Et dans lesquels peuvent émerger des solutions tout à fait nouvelles, pensées collectivement, pensées avec intelligence collective, pour pouvoir envisager le futur, mais d'autres scénarios peuvent tout à fait être envisagés, comme celui de la fragmentation, dans laquelle apparaîtrait une juxtaposition de petites micro-sociétés locales, avec des intérêts peut-être parallèles, voire divergents, et dans lesquels là peuvent apparaître des formes de concurrence, de repli sur soi, qui peuvent être aussi extrêmement dangereux par rapport à l'histoire longue de ce territoire. On voit bien une grande période un petit peu de développement dans les années 70, 80, 90, 2000, avec pour moi une figure culturelle extrêmement intéressante à voir, ça a été les grands festivals qui ont mobilisé une part importante de la population, soit dans leurs organisations, soit dans le public. Le Fête de la Transhumance a dit, 1986, le Festival Est-Ouest, dans les mêmes dates, 87, 88, les Caprines a créé, qui étaient vraiment des fêtes importantes et qui mobilisaient à la fois nombre de bénévoles, mais aussi d'un public très très important. Et aujourd'hui, ces fêtes, elles ont soit disparu, soit elles tiennent sur des valeurs qui sont quasiment inverses à celles qui ont précédé à leur création, et elles sont remplacées par une juxtaposition de tout un tas de petits événements locaux, de faits locaux, etc., dans lesquels il n'y a plus ce fait mobilisateur territorial qui faisait cette réunion entre les habitants. Et ça, je crois que c'est un signe.